6 ans. Oui, cela fait maintenant 6 ans que nous attendons que le président Macron tienne sa promesse. Annoncer enfin le dépôt d'un projet de loi pour répondre au défi du vieillissement, texte attendu par toutes les parties prenantes, les Français et leurs familles, comme les professionnels des secteurs de la santé, du social et du médico-social. 6 ans que les gouvernements successifs nous présentent des écrans de fumée, générant légitimement frustration et colère. 6 longues années qui soulignent l'absence de volonté et de courage politique de l'exécutif, alors que la transition démographique est un sujet central qui devrait nous mobiliser. En ce début 2024, les seniors de plus de 75 ans représentent 10% de la population française. Dans les 20 années prochaines, le nombre de ces Français va quasiment doubler pour atteindre près de 11 millions. Au-delà des chiffres, nous parlons ici de notre capacité à prendre soin de nos proches. Le texte qui nous occupe aujourd'hui, d'initiative parlementaire, possède un titre prometteur: bâtir la société du bien vieillir, tant il devient effectivement urgent de bâtir, c'est-à-dire de poser des fondements solides et durables avec un système de prise en charge des personnes âgées. Malheureusement, cette proposition de loi est surtout une accumulation de dispositions inégales qui ne dessinent ni une unité intellectuelle ni une unité d'action, parce qu'il y manque une orientation politique. Ces mesures ne bâtissent pas grand-chose, elles tentent tout juste de colmater quelques brèches et traitent de la forme plus souvent que du fond, le texte contournant l'essentiel des problèmes structurels liés au grand âge. Composé d'une quinzaine d'articles lors de son dépôt à l'Assemblée nationale en décembre 2022, la PPL a plus que quadruplé, j'ai même du mal à le dire, sans que ne se précise davantage la société du bien vieillir que nous entendons bâtir. Permettez-moi donc de m'interroger. Quelles orientations, quels financements assignons-nous à la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie pour qu'elle soit le cadre et l'outil d'une réforme structurelle du grand âge? Comment rendre accessibles les EHPAD et réduire drastiquement le reste à charge? Comment revaloriser les métiers liés au grand âge? Comment donnerons-nous à ces professionnels qualifiés et dévoués les moyens d'exercer correctement leur mission? Quand définirons-nous une politique du logement ambitieuse permettant aux personnes vieillissantes de demeurer chez elles grâce aux adaptations nécessaires? L'accomplissement de ce virage domiciliaire est attendu par les Français qui, dans leur grande majorité, vous l'avez rappelé, veulent rester chez eux, là où ils ont construit leur vie et ont leurs souvenirs. À toutes ces questions, nulle réponse. Et sans une volonté politique forte et des moyens associés, comment ferons-nous, Madame la Ministre? Cette question des moyens est centrale. Nos collègues députés socialistes ont tenté d'y répondre, soutenus par d'autres élus, y compris de la majorité, en insérant par voie d'amendement un nouvel article, le 2 bis B, qui prévoit l'adoption avant le 31 décembre 2024, puis tous les 5 ans, d'une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge. Il nous faut en effet définir les objectifs de financement public nécessaires pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile comme en établissement, et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour les atteindre. En 2019, le rapport Libault estimait les besoins entre 9 et 10 milliards d'euros. On ne les voit toujours pas. Les objectifs et décisions sont sans cesse repoussés, à l'image des 50 000 emplois, un engagement présidentiel qui devait être créé pour le grand âge à l'occasion 2027 et qu'ils sont désormais pour 2030. Cette loi de programmation pluriannuelle avait été promise par Elisabeth Borne, alors Première ministre, le 22 novembre dernier pour, je cite, « répondre aux enjeux centraux que sont pour l'avenir de notre société l'autonomie et le grand âge ». La ministre Aurore Bergé, auteure de la proposition de loi, qui alors était députée, s'était elle-même engagée moralement à la présentation d'un texte d'ici l'été pour un examen et une adoption au second semestre 2024. Des concertations avec les parlementaires de tous les groupes, avec les conseils départementaux, avec les représentants des professionnels du secteur pour se doter d'une vision partagée des besoins, des financements, des responsabilités. Tout cela devait même voir le jour. Que reste-t-il aujourd'hui de ces engagements pris? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on s'interroge. Vos paroles, je me permets, Madame la Ministre, ne sont guère rassurantes. Vous restez bien trop évasive, indiquant à présent que l'agenda reste à définir. Vous n'évoquez pas davantage de lois de programmation, indiquez même souhaiter faire passer un maximum de réponses, lesquelles, par voie réglementaire. C'est plus qu'inquiétant à l'heure où, dans nos EHPAD, des milliers de professionnels expriment leur désarroi face à la difficulté de ne pouvoir continuer à exercer dans des conditions humaines et décentes le métier qu'ils ont choisi et qu'ils aiment. Partout sur le territoire national, leur direction les soutiennent, estimant de plus ne plus avoir
les moyens de gérer leurs établissements avec la qualité de prise en charge et la capacité d'innovation organisationnelle et technologique que réclame un public malade et dépendant. Les élus locaux se mobilisent car ils sont tous très inquiets de la situation financière de ces établissements. Ils lancent un véritable appel à l'aide. Quant aux familles, elles s'interrogent légitimement sur ces institutions dans lesquelles leurs proches vont finir leurs jours. Surtout, elles doutent de leur capacité à pouvoir financer sur leur denier les soins dont ils auront besoin au soir de leur vie et éprouvent souvent une immense culpabilité vis-à-vis des solutions qu'ils retiennent pour leurs parents âgés. Ce faisant, je vous le dis, Madame la Ministre, les réponses réglementaires ne vont pas suffire. Beaucoup trop nombreuses sont les familles en détresse quand il faut organiser la prise en charge d'un proche. Beaucoup trop nombreuses sont les personnes vieillissantes qui ne peuvent toujours pas choisir où elles finiront leurs vieux jours. Beaucoup trop d'inégalités sociales et territoriales persistent jusque dans la vieillesse. Beaucoup trop nombreux, enfin, sont les professionnels qui souffrent du manque de reconnaissance de leur métier. Alors bien évidemment, la proposition de loi porte tout de même quelques avancées, comme la création du service public de l'autonomie, qui poursuit le double objectif de décloisonnement des politiques sanitaires et médico-sociales, comme de rapprochement des politiques en faveur des personnes âgées et celles en situation de handicap. On ne peut que se féliciter également de la généralisation du dépistage précoce, systématique et multidimensionnel de la perte d'autonomie, une mesure de prévention nécessaire. De même, sur les réponses apportées à quelques demandes émanant du terrain, notamment la délivrance d'une carte professionnelle aux personnes travaillant dans les métiers de l'aide et de l'accompagnement à domicile, ainsi que le soutien à leur mobilité, bien que cela ne soit évidemment pas suffisant. S'agissant de la question de la maltraitance, nos auditions ont confirmé la nécessité d'améliorer les dispositifs de repérage, de remontée et de traitement des cas de maltraitance envers les personnes âgées et vulnérables. Les insuffisances des circuits actuels ne sont pas acceptables, il nous appartient d'y remédier. Enfin, dans une logique de soutien au virage domiciliaire, la PPL comporte plusieurs articles consacrés au logement, certains spécifiquement à l'habitat inclusif, assortis d'un projet de vie social et partagé. Là encore, les quelques réponses pragmatiques apportées aux acteurs de terrain vont dans le bon sens, sans apporter pour autant l'essentiel des mesures attendues par nos concitoyens. Les ajustements opérationnels, pratico-pratiques, sont une chose, mais reconnaissons tous qu'on ne peut plus se contenter de petits pas. Il faut avoir le courage de légiférer en grand, sur la base d'un vrai projet de loi de programmation. Les parlementaires que nous sommes sont en droit de l'exiger aujourd'hui, puisque nous avons accompli notre travail en multipliant les auditions, les déplacements, les rapports et donc les propositions pour améliorer la situation dans chacun de nos territoires, ruraux comme urbains. Gardons tous à l'esprit que le vieillissement ne signifie pas la fin de vie. Les personnes âgées ont naturellement des projets, des envies. Elles ont besoin d'un accompagnement adapté pour vieillir dignement. Autrement dit, elles doivent rester des citoyens et citoyennes à part entière et demeurer actrices, acteurs de leur vie. En somme, nous sommes face à un défi majeur auquel notre société doit répondre. C'est le sens du travail des sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain, qui feront des propositions constructives par voie d'amendement et qui espèrent, bien entendu, être entendus.